Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal des Biotech. Après un point d'actu condensé, nous aurons deux invités aujourd'hui. Tout d'abord Thomas Liénard, directeur général de Beaune Therapeutics, puis nous recevrons ensuite Christophe Dombu, analyste spécialisé biotech chez Porzampar. Le Journal des Biotech, c'est parti. Et on retrouve pour notre point d'actu, un point d'actu express cette semaine, Pierre-Louis Germain, rédacteur en chef de Biotech Finance. Bonjour Pierre-Louis. Bonjour Laurent. Alors on se retrouve toutes les 2 semaines, des fois on commente souvent des nouvelles un petit peu déprimantes sur le secteur. Et puis là on est content, ça va être le journal des bonnes nouvelles avec deux sociétés, Farnext, Lysogène et de fortes augmentations des cours de bourse. Ça fait toujours du bien. On va commencer par Farnext. Des résultats de phase 3 très attendus. On en a beaucoup parlé dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth. Et visiblement ces résultats, eh ben, ils sont au rendez-vous, Pierre-Louis. Effectivement, ces résultats ils sont positifs, il n'y a pas trop d'ombre au tableau. Le critère principal était une échelle de mesure du handicap chez les patients qui ont cette maladie, Charcot-Marie-Tooth. Il est atteint. Le critère secondaire, qui était une mesure de la marche en fait, chez les patients, est également atteint. Il y a eu des petits problèmes de stabilité de production sur le produit, mais bon, il y a également eu des résultats en fait, négatifs sur la dose basse. C'est la haute dose du produit qui a été validée. Mais enfin, dans l'ensemble, on est quand même sur quelque chose qui sent bon, entre guillemets, et qui augure bien de la demande d'enregistrement que va faire la société très bientôt. Donc c'est ça, c'est la prochaine étape, c'est autorisation de mise sur le marché. Alors à quelle échéance? Et puis une autre question, est-ce que finalement, ils sont prêts à commercialiser ce produit industriellement, j'ai envie de dire? Alors sur le plan réglementaire, c'est assez classique. Il y a probablement quelque chose comme un an pour l'enregistrement du produit. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on est dans une pathologie qui est rare et surtout qui est orpheline de tout traitement. Il n'y a rien. Donc le chiffre d'affaires, les revenus peuvent commencer avant l'autorisation commerciale. Si il y a urgence, on pourrait autoriser le médicament à être diffusé aux patients. Il y a des tas de programmes qui existent en Europe. En France, ça s'appelle les ATU. Il y en a aussi aux États-Unis qui permettent en fait aux patients d'obtenir le produit avant son autorisation dans ce type de pathologie. Donc on peut peut-être attendre des revenus avant vraiment l'AMM et l'autorisation de mise sur le marché du produit. Bon. Oui. La deuxième question, c'était la société. Oui, Farnext compte commercialiser par ses propres moyens ce produit. Elle a déjà un directeur commercial qu'elle a recruté il y a quelques temps. Elle prévoit de constituer des équipes à la fois aux États-Unis et en Europe. Elle a une licence en Chine avec un laboratoire pharmaceutique pour ce pays. Ils vont le faire par leurs propres moyens. Il y a peu de centres de référence. C'est une maladie. Il y a quelques centres à visiter. Voilà, quelques dizaines de centres, peut-être une centaine dans le monde à visiter avec des équipes assez restreintes. C'est assez bien fait. C'est une maladie rare, donc tout est très centralisé. Donc c'est vraiment faisable, ils comptent le faire et ils estiment que le potentiel du produit est celui d'un blockbuster, de plus d'1 milliard. Carrément. Plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires par an, c'est ce qu'ils maintiennent et c'est réaliste. Bon, alors l'autre question, c'est un peu, est-ce que c'est l'arbre qui cache la forêt? Est-ce que, voilà, derrière ce succès, le concept de pléothérapie, qui est un petit peu la thématique de Farnext, est validé? Cette plateforme, effectivement, il y a deux autres indications en développement, la maladie de Charcot, sclérose latérale amyotrophique, et puis la maladie d'Alzheimer. Alors, dans la maladie de Charcot, on est sur quelque chose qui est peut-être proche de Charcot-Marie-Tooth, en tout cas une maladie rare, sans traitement, qui conduit au décès des patients, ce qui n'est pas le cas de la MPS. Donc là, il y a vraiment un besoin médical très fort, et encore une fois, la barre est pas très haute en termes d'efficacité clinique. C'est-à-dire qu'une amélioration même voilà, modeste peut permettre d'autoriser le produit. Dans Alzheimer, c'est tout autre chose. Et de l'avis des analystes, tout est à reprendre à zéro. Il n'y a pas de tout le monde s'y casse les dents en ce moment. Voilà, exactement. Beaucoup de labos ont essuyé des échecs. Et la pléothérapie n'a pas une prime comme ça aux yeux des analystes. Tout est à démontrer pour Farnext dans cette indication. Bon, mais en tout cas, c'est le plus gros catalyseur, évidemment. Mais c'est à long terme. Bon, mais ne gâchez pas le plaisir, ce sont quand même des bonnes nouvelles. Et une autre bonne nouvelle avec Lysogène, spécialiste de la thérapie génique, notamment avec un produit dans la maladie de Sanfilippo. Et eux, ils ont obtenu un accord de licence avec le laboratoire américain Sarepta. Là aussi, bonne réaction en bourse et très bonne nouvelle pour Lysogène, vous allez me dire. Alors très bonne nouvelle parce que ça faisait presque un an qu'on attendait un partenaire financier ou industriel pour Lysogène qui était prêt à lancer sa phase 3 dans la maladie de Sanfilippo avec une thérapie génique, on en a déjà parlé sur ce plateau. Ils avaient besoin de cet argent. On se demandait qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils attendent, pourquoi personne ne s'intéresse à ça. Sarepta, c'est une biotech américaine qui est
pionnière des maladies rares. Elle était le premier laboratoire à obtenir une AMM dans la maladie de Duchenne il y a 3 ans. C'était vraiment une révolution dans ce champ-là. C'est un peu le partenaire idéal, donc c'est une excellente nouvelle. C'est un deal qui valorise bien l'Isogène, son produit? Alors c'est une excellente nouvelle, mais est-ce que c'est une bonne affaire, hein? C'est la question que vous me posez. Ça, c'est difficile à dire. L'Isogène va recevoir presque 38 millions d'euros entre l'upfront, l'investissement au capital, le premier milestone qui est quasiment garanti début 2019. Donc c'est une belle somme d'argent, mais l'Isogène va financer la phase 3. Donc c'est eux qui gardent ça à charge. Voilà, donc ce n'est pas encore un deal de sortie, ce n'est pas un deal de succès, c'est un deal pour poursuivre l'aventure. En plus, on ne connaît pas le taux des redevances futures sur les ventes futures du produit, on ne connaît pas non plus les conditions associées au total des milestones, hein, qui est un peu plus de 100 millions d'euros. Donc difficile pour les analystes, il y a trop d'inconnus dans l'équation pour les analystes pour savoir si c'est vraiment une bonne affaire. En tout cas, l'aventure continue pour l'Isogène avec un partenaire extrêmement sérieux. Donc ça, de toute façon, c'est une bonne nouvelle. Puis rendez-vous dans 2 ou 3 ans. On s'est redonné de la visibilité en fait. Hein. Voilà. Bon, on peut poursuivre. On poursuit l'aventure, c'est le plus important. On poursuit l'aventure. Merci Pierre-Louis Germain. Mais c'est toujours un plaisir, Laurent. Et je reçois sur le plateau pour l'entretien Thomas Liénard, directeur général de Bone Therapeutics. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors, Bone Therapeutics, c'est une biotech belge introduite en 2015, spécialisée dans les thérapies cellulaires, notamment spécialisée dans les tissus osseux. Alors, vos produits peuvent servir aussi bien dans des maladies provoquant un affaiblissement des os ou des dégâts osseux provoqués par des traumatismes. On avait bien révisé avec Pierre-Louis Préaube, Alob, vos différents produits. Et puis, vous nous avez pris un peu de cours avec un communiqué publié aujourd'hui sur JTA 004, un visco-complément qui peut être utilisé dans l'arthrose du genou. Vous en aviez parlé lors de votre introduction, et puis silence radio depuis. Et puis là, il y a de bons résultats à la clé, donc il y a peut-être un news flow positif que vous souhaitez partager avec nous. Oui, absolument. Donc JTA 004, c'est un visco-supplément, c'est-à-dire une injection intra-articulaire qu'on fait dans le cas d'arthrose du genou. Qui est développé depuis quelques années chez Bone Therapeutics. Effectivement, ça avait été mentionné lors de l'IPO. Puis ça a pris son petit développement et maintenant on a les résultats de cette étude clinique qui ont montré des résultats positifs par rapport au viscosupplément leader du marché en termes de réduction de la douleur chez ces patients qui ont une arthrose du genou. On n'est plus dans le champ de la thérapie cellulaire, là. On est vraiment sur un domaine où vous n'étiez pas présent, où il y a beaucoup de concurrence. Alors, effectivement, c'est un produit qui n'est pas un produit cellulaire, mais c'est un produit qui reste un produit orthopédique et ça reste dans notre mission qui est d'amener des solutions innovantes pour des patients qui ont des maladies orthopédiques pour lesquelles il y a peu de solutions. Ce sont les mêmes médecins, les mêmes patients et finalement aussi les mêmes entreprises qui travaillent dans le domaine. Du coup, on en est, pardon Pierre-Louis, on est où du stade de développement de ce produit? On est cette phase 2, voilà. 3 Donc on a fait cette première étude d'efficacité qui est, disons, l'équivalent d'une phase 2, qui va nous permettre maintenant d'avancer vers des études d'enregistrement, c'est-à-dire des études de phase 3. Vu les résultats qui ont montré une réduction supérieure de la douleur par rapport au viscosupplément leader du marché, on pense qu'on a quelque chose en main qui nous permet d'avancer et c'est notre intention. On va rentrer maintenant dans des discussions avec les autorités pour pouvoir avancer dans le développement de ce produit. Alors c'est un vaste marché, il y a plusieurs millions de patients en Europe, hein, si je ne me trompe pas. Quelle est votre stratégie avec ce produit? Est-ce que vous allez mener la phase 3 seul? Est-ce que vous allez commercialiser seul face à de grands groupes pharmaceutiques présents dans cette classe de médicaments? Est-ce que vous avez déjà une idée Oui, alors effectivement, c'est un grand marché. On estime qu'en France, il y a 2,5 millions de patients qui souffrent d'arthrose du genou, donc ce n'est pas négligeable. Pour la phase suivante, eh bien, on va analyser nos options. Donc, notre volonté, c'est d'avancer. Ça pourrait être seul. Ça pourrait éventuellement être en partenariat, je ne le sais pas encore. En tout cas, pour la phase de commercialisation, on pense effectivement à un partenariat, mais qui viendra plus tard. Notre objectif maintenant, c'est de créer un maximum de valeur à l'intérieur de l'entreprise, et c'est pour ça qu'on veut avancer avec ce développement. En tout cas, la phase 3, vous pouvez la financer? C'est pas un sujet. Alors, bien entendu, comme chaque biotech, mais chaque année, on essaie de refinancer l'entreprise en fonction des décisions qu'on prendra sur le développement du JTA. Eh bien, on financera l'entreprise en fonction. Alors, revenons à votre cœur de métier, hein, qui sont les thérapies cellulaires, Laurent l'a dit, pour les maladies osseuses. Vous avez publié en septembre des résultats importants. C'était des résultats de phase A dans l'indication donc des fractures à retard de consolidation, des grosses fractures. C'était un peu les premiers résultats d'efficacité, phase 2A, pour la nouvelle plateforme, la plateforme des thérapies cellulaires allogéniques. Quelle importance ont ces résultats pour vous, puis quelle est la suite? Alors, les résultats, effectivement, comme vous l'avez dit, sont importants parce que c'est la première étude
complète dont on communique les résultats. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on injectait ce produit allogénique chez des humains, et donc on a voulu vérifier la sécurité du produit. Vous aviez commencé dans les thérapies cellulaires autologues. Et effectivement, initialement autologue, quand on fait le pas vers l'allogénique, ça vient évidemment avec énormément d'avantages en termes d'industrialisation et de commercialisation, mais évidemment la question c'est quelle est la sécurité du produit. On est très satisfait des données de sécurité qui ont été collectées dans cette phase 2A. On a aussi des indications au niveau de l'efficacité, qui nous ont montré que des patients chez qui la fracture n'avait pas évolué pendant environ 6 mois après la fracture se remettent à produire de l'os et à consolider leur fracture. Donc ces résultats sont importants puisqu'ils permettent de continuer à valider et la sécurité et l'efficacité du produit dans des indications osseuses chez des humains. Alors vous l'avez mentionné, il y a un défi peut-être au moins aussi important que les résultats en essais cliniques, c'est celui de l'industrialisation. Est-ce que c'est un domaine dans lequel vous travaillez en parallèle sur effectivement le déroulement de ces essais cliniques pour, si tout se passe bien, être prêt le jour J, l'autorisation sur mise sur le marché, à avoir un produit que vous pouvez diffuser le plus largement et le plus simplement possible? Effectivement, et vous faites très bien de mentionner ça parce que en thérapie cellulaire, on travaille avec des produits vivants qui sont des produits sensibles. Le processus de manufacturing est très important chaque petite modification peut changer la nature même de la cellule. Or, il est important, certainement dans des indications avec beaucoup de patients, il est important d'avoir un processus de manufacturing, de fabrication, qui nous permet de produire de façon simple, de transporter de façon simple et de stocker de façon simple et ensuite d'utiliser de façon simple. Donc, on s'est posé la question de comment peut-on optimiser ce processus de fabrication. Et en septembre, on a été très satisfait de pouvoir annoncer cette optimisation du processus de fabrication qui nous permet maintenant deux choses. Un, d'augmenter de façon très significative nos rendements, c'est-à-dire le nombre de cellules ou de doses qu'on va pouvoir produire à partir d'un don de moelle osseuse. Par exemple, c'est de quel ordre à peu près? On est dans l'ordre de 100 000 doses actuellement à partir d'un don de moelle osseuse. Donc ça nous permet d'avoir une production robuste, à grande échelle, qu'on puisse justement mettre à l'échelle, à des coûts assez maîtrisés. Donc ça, c'est important. La deuxième chose, on a maintenant un produit qui est cryopréservé, un produit final cryopréservé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une fois que le produit est fabriqué, on le cryopréserve, donc on le congèle, et ensuite on peut le stocker, on peut le transporter, on peut le stocker à l'hôpital en congelé. Et quand le médecin en a besoin, il a vraiment un produit prêt à l'emploi. Donc il le prend dans le congélateur et il l'utilise avec son patient. Donc ça, c'est une énorme avancée. On a fait un énorme pas en avant avec ces rendements et cette cryopréservation, puisqu'on a un produit maintenant qui est prêt à vivre dans une étape commerciale. Il n'est pas suffisant d'avoir un produit qui soit sûr et efficace, il faut aussi qu'il puisse arriver au patient dans un stade commercial. Là, juste pour terminer sur cette question, ça veut dire que si demain, là, vous aviez une autorisation de mise sur le marché, vous seriez en capacité de distribuer ce médicament, enfin d'assurer la phase d'industrialisation comme ça. Le processus qu'on a mis au point, en tout cas, pourra être mis à l'échelle. Il ne l'est pas encore, évidemment, parce qu'on est encore dans les phases 2, mais il pourra être mis à l'échelle pour les phases 3 et pour la commercialisation et pourra permettre de produire un grand nombre de doses. Donc on a vraiment résolu finalement un problème ou une équation effectivement très importante pour la thérapie cellulaire en général et en particulier pour la thérapie cellulaire dans laquelle il y a beaucoup de patients qui doivent recevoir le produit. Alors, un petit point sur votre pipeline, votre portefeuille de produits en développement. On a parlé de Allob dans les fractures à retard de consolidation. Ce produit est également en développement dans la fusion vertébrale. Vous avez encore un programme avec l'ancienne plateforme, la plateforme Autolog Préob dans l'ostéonécrose. Quels sont les prochains rendez-vous cliniques que vous pouvez donner à vos actionnaires aujourd'hui? Alors, vous avez parlé de la deuxième indication dans Allob, avec Allob, le produit allogénique. Là, on a terminé le recrutement de cette étude de phase 2A et on est dans la phase de suivi des patients. Les patients sont suivis pendant 12 mois et on aura donc les résultats finaux mi-2019. Pour l'autre plateforme, la plateforme Autolog, où on utilise donc la moelle osseuse du patient lui-même, on est dans cette phase 3 en ostéonécrose de la hanche et on attend avant la fin de l'année les conclusions de l'analyse intermédiaire qui vont nous donner une indication de s'il faut continuer l'étude ou l'arrêter pour une raison ou pour une autre. Le passage en phase 2B, en tout cas dans les fractures à retard de consolidation, là vous êtes plus ou moins prêt à lancer une étude de plus grande ampleur pour aller vers l'enregistrement. Quelles sont les étapes à franchir encore? Alors, on a donc terminé cette phase 2A. On va commencer maintenant une phase 2B qui sera une phase contrôlée, c'est-à-dire où la moitié des patients vont recevoir le produit actif Allob et la moitié des patients un comparateur.
Cette étude, on la soumettra deuxième moitié de 2019. D'ici là, on doit finir la validation avec les autorités de notre optimisation du processus de fabrication, puisqu'on va utiliser ce nouveau processus de fabrication dans la phase 2B pour collecter un maximum de données avec ce processus de fabrication. On a déjà consulté des autorités nationales en Europe qui nous ont donné un feedback positif sur nos plans de validation. Donc là, on est en train de dérouler ce plan pour ensuite pouvoir commencer l'étude clinique deuxième moitié 2019. Pour des résultats qui pourraient arriver à quel horizon? Là, il faut combien de temps Alors, compte tenu du nombre de patients? Voilà, il faudra compter sur 12 à 18 mois de recrutement et ensuite un suivi de 6 mois de ces patients. Bon, beaucoup d'essais, beaucoup d'études à mener. Vous me voyez venir, ce qui intéresse souvent les investisseurs qui ont misé sur une biotech, c'est de savoir où on est l'état de son financement. Vous en êtes où justement aujourd'hui de la trésorerie de Boon Therapeutics? Comme vous l'avez dit, on passe vraiment dans une autre étape. Maintenant, on arrive Qui dit autre étape dit souvent besoin de fonds supplémentaires. Besoin de fonds, on a toujours besoin de fonds. Malheureusement, tout ne se fait pas gratuitement. Alors pour le moment, on a des fonds disponibles. On a une autonomie jusqu'à la fin du troisième trimestre 2019. Ce qui veut dire qu'avant ça… Vous pouvez mener tous vos essais. Voilà, on peut dérouler tout ce qu'on a prévu jusqu'à la fin du troisième trimestre 2019. Ce qui veut dire qu'avant ça, bien, nous refinancerons l'entreprise pour nous permettre d'avancer avec notre plateforme de thérapie cellulaire à l'OB, avec le JTA, etc. Donc de pouvoir avancer dans ce qui nous reste à faire maintenant, c'est-à-dire prouver de façon sûre et certaine que ces produits sont sûrs et efficaces pour les patients. Bon, Pierre-Louis, une dernière question éventuellement? Le refinancement, vous n'attendrez pas, j'imagine, l'année, les 12 mois d'autonomie pour le faire. Vous avez déjà une idée du calendrier ou... Je ne peux pas donner un calendrier précis. Évidemment, on ne va pas attendre la dernière minute, ça je peux vous le dire. Mais bon, en fonction des conditions de marché, de toute une série d'éléments, ça se fera dans les mois qui viennent. Bon, vous reviendrez en 2019 nous parler des différents résultats des essais en cours. Exactement. Merci beaucoup Thomas Liénard, directeur général de Boon Therapeutics. Merci. Et je reçois sur le plateau pour l'interview Christophe Dombu, analyste spécialisé dans les biotech chez Porzampar. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors, on a l'habitude de se retrouver toutes les 2 semaines avec Pierre-Louis pour commenter l'actualité du secteur des biotech. Ce sont souvent, il faut le dire, des activités plutôt négatives, avec des déceptions. Là, on se retrouve avec vous cette semaine. Farnext a réussi des essais de phase 3 dans la maladie Charcot-Marie-Tooth. On a eu l'annonce d'un accord de licence pour une autre biotech française, l'Isogène. Est-ce que ça veut dire qu'on a enfin fini de manger notre pain noir, qu'on va maintenant pouvoir se projeter vers l'avenir et vers de bonnes nouvelles, vers ce secteur des biotech qui en Europe, on ne le répétera jamais assez, est à la traîne par rapport au marché américain? Oui, effectivement, en fait, il y a toujours eu de bonnes nouvelles sur les biotech, même si globalement on reste sur une année 2017 qui a été difficile, avec des valeurs emblématiques qui ont déçu, de mauvais résultats cliniques. Et donc, je pense que beaucoup d'investisseurs sont restés sur cette image-là de la biotech qui délivre de mauvais résultats. Mais en réalité, sur le secteur, on a beaucoup de valeurs plus petites. On a eu un très bon news flow en 2018 et on peut publier beaucoup de résultats importants et positifs. Et donc, récemment, Farnext, la maladie de Charcot-Marie-Tooth, et puis le deal avec de l'Isogène avec Sarepta. Donc qui, pour moi, en fait, n'est pas surprenant, mais confirme finalement l'attractivité du pipe des biotech qu'on a sur la place. Est-ce que d'ici la fin de l'année, puis surtout, je pense à l'année 2019, est-ce qu'on va à nouveau vers une séquence d'actualité un peu plus dense, notamment pour les grosses biotech emblématiques qui ont tant souffert en 2017, qui ont tant fait souffrir aussi le secteur? Est-ce que 2019, fin 2018-2019, est-ce que c'est une actualité un peu plus chargée avec des catalyseurs un peu plus susceptibles de réveiller tout le monde? Parce que ça va bouger, quoi. Oui, effectivement. On attend beaucoup de news flow dense sur les biotech. Alors en 2018, moins sur les grosses valeurs, comme c'était le cas l'année dernière, même si on a quelques nouvelles moins emblématiques, mais on a beaucoup de news flow sur des valeurs plus petites ou moyennes. Par contre, en 2019, effectivement, on attend de grands rendez-vous avec des valeurs emblématiques comme Genfit, comme DBV, où là-dessus, on aura des communiqués qui seront transformants pour ces sociétés-là. Bon, donc on reste concentré sur le secteur des biotech.
on voulait profiter de votre présence pour profiter de votre expertise d'analyste sur plusieurs valeurs, à commencer par une Terranexus, biotech qui s'est introduite il y a à peu près un an, en octobre 2017. Alors spécialisée, c'est un petit peu compliqué, dans les maladies neurologiques, avec une particularité, c'est que leur traitement en fait reprend des molécules psychotropes qui existent déjà, sauf qu'ils vont aller chercher les cellules gliales, les cellules non neuronales du cerveau pour améliorer l'efficacité de ces traitements. Et là, pour vous, il y a un news flow assez important à venir et peut-être plusieurs raisons de s'intéresser à cette biotech qui a bien rajusté en bourse. Ils sont à peu près stables depuis leur introduction. Oui, effectivement, c'est une valeur qui passe un peu sous les radars. Je pense que beaucoup de gens elle mériterait en tout cas être mieux connue au vu de la technologie qu'elle est en train de développer et son positionnement sur une aire thérapeutique de fort enjeu, qui est le domaine de la neurologie. On parle Alzheimer, Parkinson, enfin on est sur Absolument. vraiment Les troubles neurologiques, ça va de ces pathologies très connues, ou même une simple migraine, en fait, des douleurs. Ce sont les troubles neurologiques auxquels peut s'adresser Terranexus. Et la société, là-dessus, développe une approche thérapeutique assez innovante et fortement dérisquée par rapport à ce qu'on connaît, en tout cas par ailleurs. Et elle développe une plateforme thérapeutique qui est susceptible d'adresser la plupart des troubles neurologiques que l'on connaît. Alors, elle mérite d'être connue parce que, déjà, parce qu'on attend un news flow intéressant, transformant sur la valeur. D'ici la fin de l'année, on attend des résultats de phase 2 dans la narcolepsie. Et puis, l'année prochaine, on attend d'autres résultats dans la maladie de Parkinson et dans la douleur neuropathique, qui sont aujourd'hui les 3 indications cliniques que la société développe. D'accord. Un potentiel commercial, c'est sur cette question que je voulais vous interroger. On l'a dit, il y a une indication dans les troubles cognitifs d'Alzheimer, la somnolence dans Parkinson, la douleur neuropathique, ça fait immédiatement référence à la crise des opioïdes, qui est un gros sujet pour l'administration américaine, remplacer les opioïdes par de nouveaux antidouleurs, de nouvelles générations. Comment il se matérialise ce potentiel commercial pour Terranexus, une valeur, vous l'avez dit, qui est sous les radars? Est-ce que c'est pas une valeur qui pourrait intéresser un industriel? Il y a un intérêt spéculatif? Absolument. D'ailleurs, notre thèse d'investissement sur Terranexus repose sur son profil M&A, parce qu'on pense que c'est une société qui a un très beau profil, un profil idéal pour intéresser des big pharma dans le cadre d'accords de licence, mais également d'acquisition. Pourquoi? Quand on prend toutes les pathologies visées, l'Alzheimer, aujourd'hui, tous les produits sont génériqués. Donc c'est une perte de revenus colossale pour les big pharma qui ont besoin de renouveler leur pipe sur un marché qui faut quand même 80 milliards. C'est un marché colossal qui est amené à doubler en termes de population d'ici 2050. Donc de gros besoins, pas d'innovation, pas de nouveaux produits. Donc on a besoin de nouveaux traitements dans ces pathologies-là. Juste pour rappel, le dernier produit mis sur le marché dans l'Alzheimer date de 2003. Aujourd'hui, on n'a pas eu de nouveaux produits mis sur le marché. Rien de neuf. Très récemment, on a décidé d'arrêter le remboursement des produits dans l'Alzheimer en France parce qu'on estimait que leur efficacité n'était pas suffisamment démontrée. Donc aujourd'hui, on s'attend à ce qu'un produit qui arrive avec une efficacité démontrée et une supériorité démontrée par rapport au traitement de référence intéressera forcément aussi bien les patients que l'industrie pharmaceutique. Dans le cas des douleurs neuropathiques, c'est un peu le même problème. Aujourd'hui, on considère que les produits existants ne sont efficaces que dans 10 et 25% des cas. Donc là-dessus, on a un vrai besoin médical qui est avéré et il est évident que l'arrivée de produits innovants dans ce secteur-là intéresseront les big pharma. Donc ça, c'est pour Terranexus. Oui. Autre valeur dont on voulait parler avec vous, GenFit. GenFit, on en parle souvent, valeur peut-être la plus emblématique du secteur des biotech en France, très suivie par les investisseurs particuliers, notamment sur Boursorama. Et puis, on a cette échéance qui est loin maintenant, encore loin, j'ai envie de dire, fin 2019 pour les résultats de cette phase 3 sur l'Elafibranor. Est-ce que d'ici là, est-ce qu'il va se passer quelque chose sur GenFit ou est-ce qu'il va falloir attendre encore un an en patientant chaque jour, en effeuillant son éphéméride avant ces résultats? Oui, ce que je tenais à souligner sur GenFit, c'est déjà l'aberration de valorisation qu'il y a sur la valeur donc GenFit et puis les concurrents américains qui sont très bien valorisés. Intercept s'est envolé, c'est envolé en bourse et puis GenFit, depuis le début de l'année, c'est moins 20% à peu près. Est-ce que ça y est, le marché a joué la victoire d'Intercept non, pas du tout. Je pense que le marché a le sentiment que rien ne va se passer avant fin 2019 et pourtant il y a beaucoup de choses qu'on attend sur la valeur. Déjà, nous anticipons une forte spéculation sur le titre en 2019 avec un déclencheur qui sera en fin d'année la publication des résultats dans la phase 2 avec Elafibranor dans la CBP. Donc la cholangite biliaire primitive. Tout à fait. Qui, s'ils sont bons,
pourront reconstruire, rattirer de l'intérêt sur la valeur et déclencher cette spéculation que nous attendons, d'ailleurs qui est assez connue sur Genfit, hein, c'est une valeur qui peut être assez spéculative, et d'ailleurs 2019 sera l'année de la nage un peu sur la biotech. Les principaux acteurs de cette pathologie, Intercept, Genfit, Gilead, Allergan, publieront des résultats de phase 3. Donc on aura une année qui sera riche et qui sera donc forcément porteuse pour Genfit. Vous parliez de cet écart de valorisation. La solution pour Genfit, ce n'est pas d'aller s'introduire sur le Nasdaq américain et d'être accessible à tous ces investisseurs qui valorisent, vous l'avez dit, Intercept 3 milliards. 3 milliards. De dollars. Absolument. D'ailleurs, c'est un projet que la société d'aller sur le Nasdaq. Nous pensons que ça peut être une bonne chose parce que ça va ramener des investisseurs américains qui ne peuvent pas forcément investir sur Euronext, qui peuvent être bloqués pour des raisons de taux de change ou des tas d'autres raisons. Et donc, ça va élargir la base d'investisseurs de Genfit à des investisseurs américains. Ça fait longtemps qu'ils en parlent. Il y a des obstacles concrètement aujourd'hui ou est-ce qu'ils attendent des résultats plus solides? Je pense que c'était le niveau de valorisation qui n'était peut-être pas satisfaisant pour aller sur le Nasdaq. Il faut se dire que depuis la publication des résultats de la phase 2B, dans la nage, finalement, on n'a pas eu de très grandes nouvelles sur le titre. Et donc, le titre a progressivement perdu, finalement, c'est effrité depuis. Et je pense que ça a pu être un frein pour les dirigeants. C'est pourquoi nous sommes persuadés que si les résultats de la phase 2 dans la CBP sont bons et qu'ils déclenchent, comme on l'anticipe, une spéculation sur le titre, la société pourrait très vite décider d'aller sur le Nasdaq à ce moment-là. Alors, ça tombe bien parce qu'on va terminer avec Selectis. Et on retrouve un peu toujours ce miroir Europe, États-Unis, Selectis, spécialiste française d'écarté. Hein. On voit Allogene s'est introduit en levant là, sur le marché américain plus de 300 millions de dollars, en reprenant peu ou prou une partie finalement du pipe de Selectis qui était compris dans l'accord avec Pfizer. Et puis on voit là aussi Selectis qui est un peu à la traîne en termes de valorisation. Est-ce que là aussi on se dit, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de trouver de l'intérêt dans ce dossier? Oui, tout à fait. Selectis, c'est très clairement l'une des valeurs les plus innovantes de notre pipe biotech sur la place. C'est une innovation qui est capable d'être comprise par des acteurs américains. Je vous rappellerai des acquisitions emblématiques qu'il y a eu sur le domaine des cartés. Hein. Kite Pharma pour près de 12 milliards en 2017, mais également Juno pour 9 milliards par Celgene. Ce sont des technologies sur les... Donc des sommes rondelettes, il y a de l'intérêt, il y a de l'intérêt, mais ça ne se concrétise pas sur Selectis. Ça ne se concrétise pas. Ils ont déjà quand même signé des deals importants avec Pfizer par le passé et Servier, qui aujourd'hui leur donne une très bonne visibilité financière, leur donne une bonne visibilité auprès des investisseurs. C'est vrai que pour l'instant, la valorisation ne suit pas. Nous pensons que ça ne réduit en rien l'intérêt de la boîte parce que Selectis, comme je l'ai dit, c'est une société extrêmement innovante qui est leader dans l'univers des cartés allogéniques. Juste pour rappel, les cartés allogéniques permettraient de produire des cellules sur étagère, donc compatibles avec tous les patients d'une même pathologie. Donc de gros avantages en termes de coût de process. Quand on pense qu'un carté aujourd'hui commercialisé coûte 130 000 $ à être fabriqué et est vendu 475 000 $ aux États-Unis. Selectis pourrait produire ces cartés à moins de 5 000 $ pour les mêmes pathologies. Et donc, on voit tout de suite l'intérêt pour une big pharma et même pour les patients d'ailleurs d'avoir ce type de technologie. Alors, Selectis, ça fait quand même un bon moment qu'ils sont en phase 1. Qu'est-ce que les actionnaires aujourd'hui peuvent attendre des développements cliniques en cours, que ce soit ceux qui sont menés par Allogene sur les actifs de Selectis ou ceux que la société mène en propre? Qu'est-ce qu'on peut attendre dans les mois, les années à venir? C'est vrai qu'on a le sentiment que les choses traînent un peu sur Selectis. Ça va être encore long, peut-être. Oui et non, parce que justement, je pense qu'on arrive à une étape charnière où tout pourrait s'accélérer. Déjà, cette année, en fin d'année, la société publiera un update clinique sur leur étude clinique avec UCART 19 et UCART 123 qui pourrait déboucher sur une étude de phase 2, enfin l'équivalent d'une phase 2. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les deux cartés qui sont aujourd'hui mis sur le marché, donc Kymriah et Yescarta, ont mis environ 36 mois entre la phase 1 et la mise sur le marché. Quand ça marche, ça va vite. Voilà, ça peut aller très très vite. Et donc, Selectis pourrait avoir des produits qui peuvent arriver sur le marché dès 2022. C'est la mise au point qui est longue. La mise au point a été longue. C'est une technologie assez innovante quand même, l'allogénie, qu'il fallait calibrer et optimiser. Aujourd'hui, si les résultats de phase 1 sont bons, je pense que ça pourrait aller très vite pour la phase 2 et puis pour l'équivalent de la phase 3 et une arrivée sur le marché.
Bon, eh bien, donc on reste à surveiller l'actualité de ces 3 valeurs, Terra Nexus, Genfit et Selectis. Merci Christophe Bonbut d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci. Merci. Merci Pierre-Louis. Merci Laurent. Ce numéro du Journal des Biotech est désormais terminé. Nous aurons le plaisir de vous retrouver d'ici 2 semaines. À très bientôt.